Merci de nous rejoindre sur Médian pour un nouveau numéro d'Hebdo Santé. Moi, je suis très ravi de vous retrouver en pleine forme, je l'espère. Encore un autre sujet cette semaine qui ne vous laissera pas indifférent. Discrimination et stigmatisation. Est-ce des obstacles à l'élimination du VIH? Des experts de la question avec moi sur ce plateau pour donner des éléments de réponse. Monsieur Gawé Israël, bonjour. Bonjour, monsieur Eustache Kwaku. Alors, vous êtes leader PPVIH en Afrique de l'Ouest, directeur du réseau africain des personnes vivant avec le VIH Afrique de l'Ouest, expert VIH et plaidoyer. Alors, vous avez 22 ans d'expérience au service des organisations, diplômé en management et en gestion axée sur les résultats. Et enfin, écrivain et militant des droits de l'homme. Beaucoup de casquettes quand même, hein. Oui, merci beaucoup. En tout cas, merci donc pour l'honneur que vous nous faites de revenir à chaque fois qu'on vous sollicite. Hein. Mon deuxième invité est une dame qui a toujours répondu présente quand il s'agit des droits humains. Madame Savadogo Mariam, bonjour. Bonjour, monsieur Eustache Kwaku. Alors, vous êtes juriste, experte en droits de l'homme, chef département droits humains à l'ONG Enda Santé Côte d'Ivoire. Merci en tout cas d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation. Je dirais bienvenue à tous les deux pour parler donc de ce sujet assez pertinent, discrimination et stigmatisation. D'abord, pour commencer, dites-nous, c'est quoi la discrimination? C'est quoi la stigmatisation? Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux notions? Merci bien, monsieur Eustache Kwaku. Il faut dire que stigmatisation et discrimination sont deux notions différentes, mais qui se complètent. Ah bon? Parce que l'une est la conséquence de l'autre. La stigmatisation, c'est le fait de coller un stigmate sur une personne. C'est le fait de blâmer une personne, de rejeter une personne pour plusieurs raisons. Ça peut être en raison de son statut sérologique, ça peut être en raison de ses pratiques et tout ça. Et la discrimination, comme je le disais, est la conséquence de la stigmatisation. Donc la discrimination va amener la personne qui stigmatise à rejeter totalement et n'a pas accordé les mêmes droits à la personne stigmatisée. Donc tout part de la stigmatisation. Effectivement. D'accord, oui. Oui, ce que nous pouvons ajouter, merci Mariam pour cette belle définition. Je veux commencer par le plus facile, par la discrimination. Par la discrimination, nous entendons un déséquilibre dans le traitement. Nous entendons par discrimination une inégalité dans la manière de traiter une personne. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, qu'il y a deux personnes qui travaillent dans une structure. Il y en a un qui est VIH, qui est positif au VIH, et l'autre est négatif. Et parce que celui-ci est VIH positif, donc il est séropositif, on va lui donner on va diminuer, par exemple, sa rémunération. On va décider de renvoyer, de licencier cette personne. D'accord. On va décider, peut-être qu'il y a des avantages, de ne pas lui accorder un avantage. C'est lorsque on va... Ou les mêmes avantages. C'est-à-dire, on va partir dans un centre de santé et du fait de mon statut VIH, on va décider de ne pas m'accorder, de ne pas me délivrer un service par rapport à une personne qui est négative. Donc, du fait du statut sérologique, on va être victime d'un mauvais traitement, d'un traitement déséquilibré par rapport à une autre personne qui n'est pas positive. Et ça, on appelle ça la discrimination. La discrimination, mais par contre, pour la stigmatisation, on va dire c'est dans le regard, c'est dans la pensée, c'est-à-dire ça ne se traduit pas forcément dans les faits, mais c'est de regarder quelqu'un, ah oui, celui-là il a le VIH, celle-là elle a... Voilà. Et dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, plusieurs pays du monde, il y a eu les études Index Stigma qui ont mesuré les niveaux de stigmatisation et de discrimination, les niveaux de violence, d'inégalité auxquels ont été
confrontés, ont été exposés les personnes qui vivent avec le VIH. D'accord. Et ces rapports sont disponibles. Le rapport de la Côte d'Ivoire est disponible. Le rapport de plusieurs pays est aussi disponible. Et ce qu'il faut dire... Donnez-nous-en une idée. Ce que je peux dire, c'est que dans le rapport régional Afrique de l'Ouest, où il y a 7 pays, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 86% des personnes qui vivent avec le VIH interviewées qui disent dans les 12 derniers mois qui ont suivi l'interview, qui ont suivi les études Interstigma, disent qu'elles ont été victimes d'une violation de leurs droits. C'est-à-dire 86% de toutes les personnes vivant avec le VIH interviewées disent dans les 12 derniers mois suivant l'étude, j'ai été victime d'une violation de mes droits. Vous comprenez que si ça c'est seulement dans un an. Donc, durant toute la vie où la personne vit avec le VIH, c'est sûr qu'au moins toutes les personnes ont été victimes d'une discrimination. C'est pour dire combien la discrimination est présente, combien la stigmatisation, combien les violences sont vraiment présentes. D'accord. Alors, depuis que la lutte a commencé, on parle de discrimination, on parle de stigmatisation. On avait pensé que le phénomène avait cessé, avait baissé. C'est bien dommage de constater qu'on vit encore cela dans nos sociétés. Effectivement. Le taux de stigmatisation, comme Gaoundi vient de le dire, est encore élevé dans nos sociétés, surtout à l'endroit des personnes vivant avec le VIH. Mais quand on parle de VIH, il ne faudrait pas qu'on se limite seulement aux personnes qui connaissent déjà leur statut. Vu que tout le monde doit pouvoir connaître son statut, donc ça s'étend aux personnes même qui ne connaissent pas encore leur statut, mais qui ont des comportements à risque et qui doivent pouvoir aller aussi à l'hôpital faire leur test de dépistage. Il faut dire que ces personnes aussi sont souvent victimes de stigmatisation. C'est pourquoi je disais qu'il faut aller au-delà des personnes vivant avec le VIH. Je prends par exemple la travailleuse du sexe qui, elle, à cause du multipartenariat sexuel, a besoin très souvent d'aller à l'hôpital pour faire son test de dépistage, pour faire son suivi. Mais à cause de sa pratique, à cause de son travail, très souvent, quand elle arrive dans un centre de santé, elle est stigmatisée. Et cela constitue un frein. Parce que lorsqu'elle retourne dans la communauté, avec ses sœurs avec qui elle vit, qui font le même travail qu'elle, c'est le message de cet hôpital-là. Quand tu vas, voilà comment les gens se comportent avec nous. Et là, ça freine automatiquement l'accès aux soins pour les autres. Et même si elle-même elle est dépistée positive, il faut dire qu'elle ne reviendra pas pour prendre ses médicaments. Alors que c'est que le programme... Pour ne pas être l'objet de stigmatisation. Ou de discrimination même. Oui. Donc, alors que ce que le programme même préconise, c'est que lorsque une personne est testée positive, elle doit pouvoir entrer immédiatement dans les soins. Donc, tester une personne et que la personne n'est pas dans les soins, c'est comme si on faisait le travail à moitié. Il faut permettre à tous ceux qui sont testés positifs de pouvoir suivre le traitement sans stigmatisation ni discrimination. D'accord, on va voir un peu qu'est-ce qui est fait pour certainement lutter contre la stigmatisation, la discrimination. Monsieur Gaoui, vous avez donné des chiffres tout à l'heure. Les chiffres, d'accord, mais ce qui nous préoccupe, c'est de voir un peu si ces phénomènes qui sont encore présents dans nos sociétés n'ont pas un impact, n'entravent pas la lutte contre le VIH-Sida et bien sûr de son élimination. Oui, en fait, donc, ce que nous disons par rapport au VIH, justement, par rapport à la stigmatisation, par rapport aux violences, et ça, tous les acteurs du VIH vous le disent. Là où il y a violence, le VIH fait son lit et le VIH progresse. Nous sommes en train de dire que, nous prenons un exemple, un jeune garçon dans un quartier qui courtise une fille, qui est en train de draguer une fille. Et la fille, elle vit avec le VIH. Et tant que nous sommes en train de rejeter encore les personnes qui vivent avec le VIH, que je n'ai pas la liberté de parler, qu'une autre personne qui vit avec le VIH ne peut pas venir dire que j'ai le VIH, mais la fille, elle va faire l'effort d'éviter le jeûne. Mais le garçon, il insiste. Mais elle ne viendra pas lui dire, tiens, j'ai le VIH. Bien sûr. Et tant qu'on ne parvient pas à ces choses et que les personnes ne pourront pas déclarer leur statut VIH du fait du rejet. Parce que on le dit toujours, et nous on le dit dans le VIH, de même que les gens disent j'ai un petit palu,
il faut qu'on soit à même de dire j'ai un petit VIH. Et tant qu'on n'y parvient pas et que les personnes continuent de se cacher, mais bien sûr, c'est tout le monde qui est exposé, parce qu'il va y avoir encore de nouvelles infections. Et les personnes qui vivent avec le VIH auront du mal à se rendre dans les centres de santé. Les personnes qui vivent avec le VIH auront du mal à prendre librement leurs médicaments, parce que si le conjoint, si la conjointe, si le partenaire sexuel ne sait pas qu'on a le VIH, on est obligé de cacher nos médicaments. Et si on va dans le centre de santé et pour une femme enceinte et que la sage-femme, je ne jette pas le discrédit sur le corps médical, ils font un très beau travail, mais que la sage-femme lui dit, mais est-ce que c'est moi je t'ai donné ton sida, faut passer ici, on va te... Mais ça fait que cette femme ne pourra pas aller librement prendre son traitement et recevoir les meilleurs services. Il y en a même qui disent, ah tiens, mais vraiment quand on va, on n'est pas bien traité dans cet hôpital. Donc les gens n'y vont pas. Les personnes préfèrent aller très loin, loin de leur maison, parce qu'ils sont en train de se cacher. Parce qu'elles sont en train de se cacher. Pardon. Tant que les personnes continuent de se cacher, les personnes continuent d'être victimes de violations, de rejets. Vous voyez, la loi dit par exemple que il faut dans les 3 mois, ça c'est la loi 430 de 2014, la loi VIH, dit que dans les 3 mois, après avoir été testé positif au VIH, la personne qui est testée positive doit faire son annonce, doit annoncer son statut à son partenaire sexuel, son ou ses partenaires sexuels. Tout à fait normal. C'est juste parce qu'il faut préserver la vie de l'autre, même si cela ne prend pas en compte la dimension de la charge virale indétectable. C'est tout à fait normal. Mais la loi n'a pas prévu le comportement de l'autre. Si je finis de faire mon annonce et que le partenaire sexuel dit, ou bien ton mari ou ta femme dit, tiens, reste là avec ton sida, moi je m'en vais. La loi n'a pas prévu que la personne reste aussi là. Et donc, ça fait que, parce qu'on ne peut pas annoncer son statut, parce qu'on est rejeté, le VIH progresse. Et aujourd'hui, le VIH, c'est plus un problème d'acceptation par la société, c'est plus un problème de comportement, c'est plus un problème de méchanceté humaine qu'un problème de traitement médical. Parce que les meilleurs médicaments, les meilleurs traitements sont disponibles pour maintenir les personnes vivant avec le VIH en bonne santé, faire des enfants séronégatifs, ne pas même transmettre le VIH aux partenaires sexuels parce qu'on est indétectable. C'est plus un comportement, c'est plus un problème, une situation d'acceptation, d'accompagnement, de soutien qu'on doit apporter au PVVIH. Alors Mariam, empêcher ces personnes-là d'avoir les services de santé, c'est porter atteinte à leurs droits. Alors M. Denoué l'a dit, au niveau des lois, il y a pour la personne qui vient d'être détectée, mais pour les personnes qui sont victimes de stigmatisation et de discrimination par la suite, qu'est-ce qui est prévu ? Effectivement, il faut dire que la stigmatisation, même, c'est déjà depuis dans la Constitution ivoirienne. Et la Constitution ivoirienne qui déclare que tous les êtres humains doivent être traités de manière équitable, sans stigmatisation ni discrimination. Mais il y a la loi VIH de 2014 également qui lutte contre la stigmatisation et la discrimination à l'endroit de toutes ces personnes qui vivent avec le VIH. Mais est-ce que c'est appliqué ? Aujourd'hui, avec l'Observatoire communautaire de la santé que pilote Enda Santé, nous avons mis en œuvre certaines activités de sensibilisation des personnes sur la stigmatisation, sur la discrimination, sur leurs droits. Et lorsque ces personnes sont victimes de violences, elles contactent directement le parajuriste. Donc il y a des actions qui sont menées. On a eu même intervenir. Non, je ne veux pas dire intervenir, mais aller jusqu'au niveau judiciaire avec des cas de stigmatisation, des cas de stigmatisation, de discrimination pour VIH. On allait même jusqu'à obtenir justice, réparation pour des personnes qui ont vu leur statut sérologique divulgué. Pour dire qu'il y a des activités qui sont mises en œuvre et nous luttons toujours contre ces phénomènes-là parce que ça constitue véritablement un frein. Et si rien n'est fait et que les personnes qui vivent avec le VIH doivent vivre toujours cachées, doivent cacher leur statut sérologique, la lutte serait vaine parce qu'on va travailler avec
des personnes qui n'ont pas le VIH et celles qui ont le VIH vont toujours avoir des relations puisqu'on interagit avec ces personnes. Mais alors, est-ce que cette loi la réprime? Est-ce qu'il y a, par exemple, une amende à payer? Est-ce qu'il y a une peine à purger? Est-ce que c'est prévu? Oui, c'est prévu. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a eu même à avoir des actions au niveau judiciaire, c'est-à-dire au niveau du tribunal, pour divulgation des statuts sérologiques. Et on a pu avoir gain de cause. Vous avez eu gain de cause, vous avez obtenu justice. Ces personnes sont allées en prison? Ont été condamnées? Il y a eu une condamnation, mais on a eu plus de dommages et intérêts. Parce qu'il faut dire que nous également, on travaille avec le consentement de la victime. Donc c'est ce que la victime veut qu'on fait. C'est vrai que souvent quand on arrive à la police ou bien on arrive au niveau même du tribunal, après il y a des règlements amiables qui se font. Donc si la victime décide de retirer sa plainte, nous on l'accompagne. On ne s'oppose pas à la décision de la victime, c'est elle qui a le dernier mot. Si elle ne veut pas continuer, on fait le règlement à l'amiable. Mais vous qui êtes leader PPVIH, est-ce que vous avez le sentiment que cette loi tape dur? Est-ce que cette loi est vraiment assez forte pour venir à bout des stigmatisations et des discriminations? Cette loi est une bonne loi, une très bonne loi, mais elle comporte pour nous des insuffisances. Voilà. Nous sommes d'accord vraiment avec ce que Mariam dit. C'est une loi qui protège les droits des personnes vivant avec le VIH. Mais c'est aussi une loi qui réprime la transmission du VIH, ce qu'on a appelé la transmission volontaire du VIH. Et au niveau de la transmission volontaire, excusez-moi, c'est là que pour nous il y a un problème. Transmission volontaire. Quand est-ce qu'il y a transmission volontaire? C'est vrai, beaucoup de choses sont dites sur la transmission volontaire, mais nous disons que nous ne savons même pas à quel moment l'autre a été en contact avec le VIH. Donc on ne sait pas qui a contaminé qui. Voilà, qui a contaminé l'autre. On sait par contre qui a fait son test en premier lieu. Donc dire que c'est l'autre qui a contaminé l'autre, on ne pourra pas déterminer, parce qu'on ne peut pas déterminer qui était en contact en premier avec le VIH. Et donc, on va peut-être condamner par la loi la personne qui a fait son test en premier. Et moi, ce que je dis, si une personne ne sait pas son statut, qu'on lui demande de faire son test, la personne pourrait se dire, mais attends, si je fais mon test, je dois pouvoir annoncer. Et si je n'annonce pas, et que plus tard, on va me dire que j'ai transmis le VIH, autant ne pas faire mon test. Et donc, nous pensons que cette disposition de la loi peut aussi retarder nos efforts par rapport au dépistage, parce que l'ONU-SIDA et les partenaires sont d'accord que 95% de toutes les personnes qui vivent avec le VIH d'ici 2030 doivent être dépistées. Donc, il faut amener les personnes à connaître leur statut. Et ça veut dire que des efforts doivent être faits. Donc, il ne faut pas décourager vis-à-vis du dépistage. Donc en clair, la stigmatisation, la discrimination peuvent, je vais dire, saper les efforts qui sont faits en ce moment pour atteindre les 3,95. C'est ça, justement, à l'horizon, dans le cadre des 2030, dans le cadre des ODD, et même parvenir à l'élimination du VIH. C'est ça. Mais en fait, c'est simple. C'est-à-dire que les traitements que nous prenons sont dans les centres de santé. C'est dans les centres de prise en charge, ARV, que nous prenons les médicaments. Mais si on doit se rendre dans un centre, ou dans le centre, je suis discriminé, mais comment me rendre dans un centre où mes droits ne sont pas respectés, où on peut divulguer mon statut? Comment me rendre dans un centre quand on peut me brimer, on peut me dire des paroles méchantes quand je m'y rends? Je veux dire, c'est clair que la stigmatisation, la discrimination, la stigmatisation, qui sont des violences, sont forcément des freins, des obstacles majeurs à l'élimination. Regardez par exemple, je vous donne cet exemple-là, une femme qui vit avec le VIH, qui est enceinte. Elle a besoin d'être suivie, son enfant doit naître séronégatif. Parce qu'aujourd'hui, des traitements existent pour que les enfants naissent séronégatifs. Mais la femme, on lui dit qu'elle doit aller accoucher chez sa belle-mère. Mais la belle-mère, elle ne connaît pas son statut. Et quand la femme naît,
l'enfant doit prendre la prophylaxie. Il doit prendre la dose naissante. Quand il naît, on doit lui administrer la dose d'ARV pour qu'il va éliminer le VIH s'il y avait un risque de transmission. Mais elle va aller chez sa belle-mère. Nous avons des pratiques et sa belle-mère ne connaît pas son statut VIH positif. Elle doit aller chez sa propre mère. Peut-être que la personne qui sait, c'est une amie ou quelqu'un qui veut l'accompagner. Mais on dit non, il faut aller chez ta mère. Nous sommes en train de dire que ces questions d'acceptation compliquent le problème du VIH, de l'élimination du VIH. Donc aujourd'hui, il faut qu'on puisse accepter que quand quelqu'un arrive dans un restaurant, vous voyez, quelqu'un peut déposer, voilà, vous voyez, je prends votre tasse là, je peux déposer ma boîte d'ARV là. Ça ne doit pas causer ça ne doit pas causer le problème. D'accord. Mais ça veut dire que le matin, si je prends mes médicaments le matin ou si je prends le soir, il faut que je sois à même de déposer ma boîte d'ARV sur la table. Maintenant qu'on continue de cacher les médicaments, de se cacher, de cacher son statut, de ne pas l'annoncer, tant qu'on continue d'être brimé, d'être rejeté, d'être chassé, d'être licencié, d'être insulté, d'être exclu des manifestations sociales, d'être regardé, d'être victime de commérages, même souvent même de coups physiques, on est battu, les PVH sont battus et tout ça. Les personnes clés. D'accord. Alors, quelle solution, Mariam? Quelle solution pour effectivement lutter contre tout ce que M. Gangoui vient de dire, pour espérer véritablement venir à bout, pour qu'il n'y ait plus de discrimination, plus de stigmatisation, et qu'on puisse avancer dans la lutte, atteindre les 3,95, à éliminer le VIH à l'horizon 2030. Quelle solution? La solution actuelle que les organisations de la société ivoirienne ont pu mettre en place, c'est l'Observatoire, qui travaille avec des parajuristes sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Donc ces parajuristes notifient tout ce qui est cas de violence à l'endroit des personnes vivant avec le VIH, mais également à l'endroit des populations clés. Et on adresse, en fonction de la volonté de la victime, on lui apporte un accompagnement pour que cette personne ait gain de cause, pour qu'elle se sente rassurée, pour qu'elle se sente accompagnée et qu'elle accepte de suivre son traitement jusqu'à la fin. Je prendrai peut-être l'exemple d'une femme qui a été abandonnée parce qu'elle a été dépistée positive au cours des consultations CPN, la consultation prénatale. Et donc, lorsqu'elle est victime de rejet par son conjoint, nous, on essaie de faire ce qu'on appelle la médiation. Donc, on essaie de régler le problème. Vous les juristes, les parajuristes. Oui, nous, les parajuristes. Donc, je vais dire l'Observatoire. Donc, l'Observatoire comporte beaucoup de personnes. On se base sur tout ce que l'État a déjà mis en place dans les centres sociaux. Donc, on travaille avec les assistants sociaux et tout ça. Donc, on constitue un groupe de médiateurs et on va rencontrer l'homme. On sensibilise parce que souvent, c'est par manque d'informations que les gens sont rejetés. Les gens n'ont pas la bonne information et ils sont restés cantonnés sur les fausses informations qui ont été données au début de la lutte contre le VIH-Sida. Donc pour eux, quand tu as le VIH, c'est systématiquement la mort. Donc on sensibilise ces personnes, on leur partage les bonnes informations et très souvent on arrive à recoller ces familles-là qui se sont disloquées à cause du VIH. Donc pour nous, ce sont des pistes de solutions. Ce n'est pas définitif, encore on continue de travailler pour apporter les meilleures solutions aux personnes qui sont victimes de stigmatisation et de discrimination. Aujourd'hui, on est en train de faire des formations, même sur site, des prestataires de santé. Parce qu'il faut comprendre aussi que lorsque les prestataires de santé ils finissent leur formation en médecine, très souvent, ils n'ont plus ces formations pratiques que nous faisons. Donc, c'est tout ce qu'ils ont obtenu comme information au niveau de l'école qu'ils mettent en pratique. Mais ces histoires de « Ah non, quand un malade vient, il ne faut pas le stigmatiser », ça peut bloquer. Ils n'ont pas ces informations. Donc le personnel soignant doit être également sensibilisé. C'est ce que nous faisons actuellement. Donc ce n'est pas le personnel soignant seulement, mais c'est tous les acteurs du parcours de soins. Parce qu'on commence même à partir du vigile, les filles des salles. Parce qu'elles aussi, souvent, il y a des personnes dedans qui savent lire. Parce qu'elles sont là, elles font le ménage, mais après, elles ont la possibilité de partager des informations. Ah, moi, je suis dans le centre ici, nous, on fait le test de dépistage, mais j'ai vu telle voisine qui est venue, c'est ce qu'elle n'a pas le VIH et les informations au cours d'elle-même. Donc, on sensibilise toutes ces personnes-là pour ne pas que, lorsqu'elles sont
elles soient informées, ou même lorsqu'elles ont vu quelqu'un entrer dans un centre de dépistage, de ne pas sortir avec l'information tout de suite pour dire que la personne a le VIH. La stigmatisation peut partir de là. Oui. Et puis bon, on arrive à la discrimination. Effectivement. D'accord. Monsieur Gawé, en 2 minutes seulement, pour terminer. Oui, ce que je peux dire, c'est que tant qu'on doit arrêter de déménager parce que le voisin a le VIH. D'accord. Et ce que nous devons dire, c'est qu'aujourd'hui, les gouvernements font beaucoup d'efforts pour que les médicaments soient disponibles, avec l'appui des partenaires qui souvent même payent plus que les gouvernements. Mais ce que nous voulons dire, c'est qu'il faut soutenir, il faut financer les activités des ONG, des activités des communautés. Parce que le VIH, ce n'est pas que les médicaments. Ce sont des personnes qui doivent venir à leur rendez-vous, qui ne viennent pas à leur rendez-vous souvent, parce qu'elles habitent loin. Il faut rappeler leur rendez-vous, il faut aller les chercher. C'est souvent les intrants de dépistage qu'il faut transporter. Souvent, c'est les échantillons de sang qui ont été prélevés qu'il faut transporter. Et tout ce travail-là, il faut pouvoir le financer. Donc, il faut soutenir le travail des communautaires qui font beaucoup de choses. D'accord. Je pense que les communautaires ont un rôle important à jouer donc, dans cette lutte, comme vous le dites, et vous êtes également des acteurs communautaires, tant au niveau de la plateforme que tant au niveau donc, de vos réseaux africains. On compte sur vous donc pour faire avancer les choses. Je pense qu'on a été édifié donc sur le sujet discrimination et stigmatisation, des obstacles majeurs à l'élimination du VIH. C'est effectivement un gros challenge. Merci à vous, messieurs, dames, d'avoir été là. Monsieur Gawé Israël, je rappelle que vous êtes leader PPVIH en Afrique de l'Ouest et directeur du réseau africain des personnes vivant avec le VIH. Afrique de l'Ouest, expert VIH et plaidoyer. Et à vous, Savadogo Mariam. Vous êtes juriste, experte en droits de l'homme et chef département droits humains à l'ONG Enda Santé Côte d'Ivoire. Revenez-nous très vite pour qu'on puisse poursuivre la réflexion. C'est ici que s'achève ce numéro d'Hebdo Santé réalisé par Fares Akora, Arnaud Dosso et Jean-Marc Grancé. Merci encore à vous pour votre fidélité. Prenez soin de votre santé et à très bientôt pour un autre sujet, toujours sur Médian TV.